Monsieur le Président, mes chers collègues, on passe à autre chose maintenant. On va en parler un petit peu diabète et ramadan. Après les cadeaux d'anniversaire, bientôt on sera tous réjouis concernant l'approche du mois de ramadan sacré. Donc, dans le thème diabète et ramadan, je vais juste parler du calcul du score de risque et le réajustement thérapeutique. Concernant l'agenda, tout d'abord, après quelques plaques d'épidémiologie 2 ou 3 ou la légère, nous allons parler de la problématique du diabète et du ramadan. Ensuite, la gestion du diabète pendant le mois de ramadan, comment gérer ces malades qui veulent jeûner, diabétiques. Et puis, il y a des recommandations. Je vais vous parler du calcul du risque dans ces recommandations et surtout du réajustement thérapeutique pour ces malades diabétiques qui veulent jeûner pendant le mois sacré de Ramadan. Vous savez tous que le Ramadan, c'est un pilier de l'islam, c'est le 5e. Les pays musulmans, les malades, les citoyens musulmans insistent sur ce mois sacré, donc tout le monde veut jeûner. Et idem pour les diabétiques, bien sûr, quand ils peuvent. Même parfois, c'est difficile, mais ils souhaiteraient toujours accompagner leurs parents, leurs voisins, leurs amis dans cette mission de jeûne. Et puis, c'est une décision qui est personnelle. Hein, chaque individu décide de lui-même. Il y a une pratique religieuse comme une obligation. Et puis, il y a le médecin dans tout ça. Et puis, avant, si vous vous souvenez, c'était donc ces malades, toujours, à chaque approche du mois de Ramadan, ils se posent les mêmes questions. Est-ce que je dois jeûner sans risque? Quels sont les risques et les bénéfices du jeûne chez le diabétique? Et comment dois-je ajuster mes médicaments et mon hygiène de vie? Donc, ces questions reviennent souvent. Et puis, si vous vous souvenez, pour les anciens, avant, les malades diabétiques pour jeûner, ils avaient juste un seul interlocuteur, c'était le imam. Donc c'est une décision individuelle. L'individu concerte l'imam pour la fatwa et à deux, il décide si le diabétique doit jeûner ou pas. Maintenant, ça a changé de manière considérable. Maintenant, le médecin intervient, bien sûr en concertation avec le malade, mais maintenant c'est le médecin qui décide. Hein, c'est clair, ce n'est plus le imam, c'est le médecin en concertation avec le malade diabétique qui lui dit « Oui, tu peux jeûner à condition d'avoir un score diabétique qui est stable. Hein, » et il peut lui dire « Non, tu ne peux pas jeûner. » Et parfois, entre les deux, c'est difficile. Là où l'intervention, elle est intéressante pour le médecin, et c'est l'accompagnement. Donc là, juste pour vous montrer le top 10 des nombre d'adultes atteints de diabète. Bon, vous concevez que la Chine est en première position avec 116 millions de diabétiques. Mais si on prend les pays musulmans, il y en a au moins 4 qui font partie du top 10 des pays musulmans qui ont beaucoup de diabétiques. Donc on comptabilise entre 90 et 148 millions de musulmans qui vivent avec le diabète. Alors, ils veulent jeûner, donc il va falloir les prendre en charge. C'est ça la grande gestion. Il ne faut pas oublier en Algérie, la dernière incidence, la prévalence du diabète, elle est de 14,4. On a environ 3 millions de diabétiques en Algérie qui voudraient presque tous jeûner, donc il va falloir les prendre en charge et les accompagner. Pour cela, on n'invente pas, on n'invente rien. Il y a des études qui ont été faites. Bon, dans British Medical Journal, l'ADA, ensuite il y a chaque fois on parle du management du diabète, hein, pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui ont fait des études depuis 2015 et jusqu'à ce jour. Et puis actuellement, il y a des recommandations, hein, qui ont été créées par l'IDF, l'International Diabetes Federation, et le DAR. Le DAR Diabetes Alliance Ramadan. Il y a eu des recommandations en 2016, ça va très vite. Ça a été revu en 2021 et probablement dans un an, on aura d'autres recommandations. Donc, pour vous dire que ça intéresse énormément de gens. Je reviens à la problématique. Pourquoi il y a ces problèmes? Étude Epidiar, si vous connaissez, elle a été menée en 2003, publiée en 2004. Alors, c'était quoi? 13 pays musulmans, 12 273 individus diabétiques. Alors, la conclusion, le choc, c'est que
Ces malades ont tous, presque tous jeûné, on va voir combien, mais il y a eu des complications aiguës. Donc soit des hyperglycémies, soit des hypoglycémies. Donc, énormément de complications, vous allez voir combien. 8 malades sur 10 ont jeûné, ça globalement, type 1 et type 2. Les complications concernant les hypoglycémies, ça a été multiplié par 4,7 pour le type 1, 7,5 pour le type 2. Concernant les hyperglycémies, la même chose, complications aiguës à type d'hyperglycémie, type 1 multiplié par 3 et type 2 multiplié par 5. Ça, c'est la sonnette d'alarme. Et quand vous voyez le profil sur les types 1, la moyenne, c'est 42,8% qui ont jeûné. Type 1 sous insuline dans le monde. En Algérie, 52%. La moyenne. Un diabétique type 1 sur 2 a jeûné dans cette étude EPIDIAR. Plus grave, le type 2. La moyenne, 78%. Algérie, 92%. Donc, voilà la sonnette d'alarme EPIDIAR 2003. Tout le monde veut jeûner, que ce soit type 1, type 2. Donc, il va falloir que le médecin se mette à disposition du malade pour concertation et pour accompagnement. Voilà les complications. Donc, c'était, il n'y a pas photo, donc hyperglycémie concernant le type 1, le type 2. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a l'hyper et l'hypoglycémie, mais il y a l'acétocétose, il y a la déshydratation et les thromboses. Voilà les complications aiguës qui peuvent survenir chez un diabétique, qu'il soit de type 1 ou type 2, diabétique, s'il veut jeûner. En Algérie, nous avons vu le chiffre, la prévalence, donc environ 3 millions. Il va falloir, vous connaissez très bien les Algériens, ils insistent, donc ils voudraient tous jeûner. Donc comment les gérer? Et une preuve, cette fois-ci, c'est une étude algérienne, multicentrique, qui a retrouvé presque la même chose. Des diabétiques, 87% des diabétiques jeûnaient pendant le ramadan. Au moins 27 jours, maximum 27 jours. 69% étaient des diabétiques de type 1 et 89% des études de type 2, études publiées dans Diabetes Research and Clinical Practice par l'équipe de Malek. C'est une étude multicentrique. Donc, on a la confirmation que les musulmans veulent jeûner. On a la confirmation que les Algériens type 1 ou type 2 veulent bien jeûner. Maintenant, il faut gérer tout ça. Alors, les recommandations de l'IDF et du DAR nous donnent un guide comment gérer ces diabétiques. C'est le TP, éducation thérapeutique. Elle a un moment spécial. 4 à 6 semaines avant le ramadan. Il faut convoquer son malade et discuter avec lui de ces 5 points si vous voulez l'autoriser ou pas à jeûner. Bon, on n'est pas dans les délais, on est à 3 semaines du ramadan, on peut toujours le faire cette semaine, ou bien en consultation, ou bien dans le service. Ce programme, qu'est-ce qu'il en prend? Qu'est-ce qu'il comprend? Une stratification du risque. Il faut stratifier pour décider si le malade il doit jeûner ou pas. Il faut lui montrer combien de fois, comment faire son autosurveillance glycémique, lui dire 2 mots sur l'activité physique et la diététique. Est-ce qu'il doit réajuster son traitement, qu'il soit antidiabétique, non insulinique ou bien de l'insuline? Et ce qui est très important aussi, à quel moment, si jamais il jeûne, il doit rompre le jeûne. Donc on va voir ici 2 items, la stratification et l'ajustement thérapeutique. J'avais dit que 4 à 6 semaines avant, il faut voir son malade, au moins pour évaluer, pour ensuite décider s'il doit jeûner ou pas. Dans cette évaluation, il y a un peu de clinique, l'examen cardiovasculaire, le fond d'œil, l'hémoglobine glycée, fonction rénale et hépatique, une stratification du risque qu'on va voir, bien sûr, le TP, éducation thérapeutique structurée, et enfin, un réajustement thérapeutique. Donc, concernant cette gestion, la stratification, on se base sur le guide de la recommandation du DAR. Alors, pour vous dire que il y avait des recommandations de 2016. Ensuite, ça a été revu en 2021. Voilà, c'était stratification du risque chez les patients diabétiques. Pour celles de 2016, elles étaient un petit peu ambiguës, incomplètes, parce qu'il y avait 2 stratifications, le moyen risque et le haut risque qui se ressemblaient un petit peu, et c'était difficile de faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, grosso modo, on balançait presque les 2 tiers des diabétiques à ne pas jeûner, et c'était difficile en vie réelle.
Donc, il nous a fallu une stratification plus simple à pratiquer. Et justement, ça a été fait en 2021. Il fallait rechercher quelques petites questions. Le type du diabète, type 1 ou type 2, combien d'années de diabète, plus de 10 ans ou bien de 20 ans, le malade, qu'est-ce qu'il prend comme traitement antidiabétique non insulinique ou bien de l'insuline, est-ce qu'il a jeûné l'an dernier sans aucun problème, qu'est-ce qu'il fait comme fonction, est-ce que le jeûne a duré, parce qu'entre hiver et été, il y a des jeûnes de 8 heures, il y a des jeûnes de 16 heures, donc ces petites questions vont nous donner une idée dans la stratification du risque. Voilà. Donc, ce tableau, c'est vrai que c'est un petit peu illisible. Je l'ai un petit peu séparé en deux. Nous avons 12 items. Alors, ces 12 items qui sont là. En premier, le diabète type 1 ou type 2. Et ici, vous avez des numéros, un score. Et on va calculer à la fin le total des scores. Donc, si le type 1 ou type 2, 1 point au 0, plus de 10 ans, moins de 10 ans, 1 point au 0. Le malade, est-ce qu'il a fait des complications aiguës, type hypoglycémie ou bien acidocétose? L'hémoglobine glycée du malade qu'on a demandé 4 à 6 semaines avant, est-ce que ce malade a des morbidités, notamment cardiaques, IDM et tout, ou bien insuffisance rénale? Là, concernant la femme enceinte, le malade, est-ce que le facteur cognitif, est-ce qu'il est à l'aise, est-ce qu'il est taré, est-ce qu'il est elderly, etc. Ensuite, le malade, qu'est-ce qu'il fait comme fonction, combien d'heures il jeûne, etc. Ensuite vient en deuxième position les complications cardiaques et rénales. Nous avons des points. Le traitement, là, il est bien détaillé, quelle que soit la thérapeutique que prend la malade. Donc, nous avons 12 items et nous avons interrogé notre malade et nous avons fait le calcul. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Quand on a un risque faible, entre 0 et 3 points, le total, on autorise recommandation, le malade est autorisé à jeûner. Quand nous avons entre 3,5 et 6, là, il est conseillé de ne pas jeûner. Mais, là, la grande question, on va en discuter tout à l'heure, et quand il y a un non-risque, c'est-à-dire plus de 6, le malade, à ce moment-là, on se met d'accord en concertation que le malade ne doit pas jeûner. Donc, cette catégorie qui est la plus importante, la plus fréquente, la majorité de nos malades sont là, se situent entre le 3,5 et le 6. Ils voudraient sûrement jeûner, la majorité, et nous, c'est là où on a du travail, où il faut les accompagner. Comment? Il faudrait se mettre d'accord. 4 à 6 semaines avant le ramadan, on a stratifié, on l'a classé dans cette catégorie. Voilà, si vous voulez jeûner, à ce moment-là, on discute. Il faudrait quelques paramètres. Concernant l'horaire de l'autosurveillance, c'est important. Avant, quelqu'un qui n'est pas diabétique, bon, quelqu'un qui est diabétique, classique, bien équilibré, classé en 0,3, peut-être qu'il se fait autosurveiller 2 fois par jour, le matin à jeun ou bien avant le maghrib, etc. Mais celui qui est classé en 3,5 et 6, on va exiger qu'il fasse au moins 6 check. Alors, d'abord, ma sahur et le maghrib, avant sahur, 2 heures après, à midi, à 17h ou bien 2 heures avant le maghrib, au moment de la rupture du jeûne, ensuite 2 heures après, donc 6. Parfois, s'il veut faire une 7e, ou là, s'ils sont quelque chose, un symptôme d'hyperglycémie et tout, sinon, 6, obligatoirement, si le malade adhère, il accepte de faire ses surveillances, à ce moment-là, on va l'autoriser à jeûner. Pourquoi ces complications? Parce que, voilà, pendant le ramadan, donc la courbe de la glycémie, on verse l'individu normal, le diabétique, donc il va falloir gérer. Il y a des moments d'hypoglycémie qui sont importants. C'est pour ça qu'on demande 6 fois le test, surtout les hypoglycémies, surtout celle-là, avant le maghrib, avant le sahur, etc. Il y a aussi de l'hyperglycémie juste après le maghrib et juste après sahur. Donc c'est pour ça que du moment qu'il y a plusieurs complications type hypo et hyper, si le malade on l'autorise à jeûner, on est obligé de lui prescrire ce rythme d'autosurveillance. Ensuite, le deuxième point, c'est le réajustement thérapeutique. Si on autorise les malades à jeûner, il va falloir voir qu'est-ce qu'ils prennent comme traitement. Est-ce qu'il y a un réajustement à faire concernant la posologie,
Concernant le timing de prise du médicament, parce que le malade, quand il n'est pas à jeun, il prend le matin, à midi, le soir, mais quand il est à jeun, il est obligé de le prendre soit au sahur, soit au maghrib. Et là, on va montrer à quel moment il doit prendre sa thérapeutique. Et parfois, exceptionnellement, on peut switcher des médicaments, etc. Alors, concernant les médicaments non insuliniques, là, je pense que c'est simple. Les malades qui sont sous metformine, que ce soit 500, 850 ou bien 1000, le risque d'hypoglycémie, il est faible. Aucune adaptation posologique. Si le malade prenait une seule prise, il la garde au moment du phtor. Si le malade prenait 2 prises par jour, une في الفطور et une au sahur, maintenant, si le malade prend par exemple 853 fois, il prend un tiers de la dose totale pendant le sahur et les 2 tiers pendant le phtor. Les glitazones, ça j'en parle pas parce que ça n'existe plus chez nous. Risque faible, aucune modification. La carbose aussi, risque faible, aucune modification. Mais il y a des malades qui prennent 3 comprimés. À ce moment-là, ils prennent 2 pendant le phtor et pendant le sahur. Les sulfonurines, il y a de première génération et les deuxièmes. Heureusement, les premières générations n'existent plus chez nous. Le glyphosate 80, le bécalamide 5 et 10, ils ont un risque quand même modéré. Avant, on réduisait les doses, mais maintenant, ils n'existent plus. Ce qu'il y a maintenant, la majorité de nos malades sont soit sous metformine, plus soit glyclaside LM30 ou LM60, soit glibenclamide, soit ripaglinide. Pour ripaglinide, c'est bon. Moindre risque, si le malade prend 3 prises, un repas, une prise, pas de repas, pas de prise, là, il est à jeun, il est obligé de prendre 2, une pendant le sahur et une pendant le phtor. Maintenant, pour les sulfonurines de deuxième génération, le glyclaside, il y a un risque faible, c'est la même chose, aucune. J'ai mis en rouge le glimépiride. Moi, le glimépiride, il y a dosage 1, 2, 3, 4, et c'est une action longue et surdosée. Le 4, il fait beaucoup d'hypoglycémie. Pour mes malades, ou là pour vos malades, je vous conseille soit ceux qui sont sous 4 mg de passer à 3, ceux qui sont à 3 de passer à 2, ou bien de switcher carrément au LM30 ou bien LM60, ou bien contrôler pendant les 2-3 jours, si vous avez des hypoglycémies, à ce moment-là, il faut réduire les doses. Et là, justement, j'insiste sur ça pour ces deuxième génération. Il y a cette étude qui a été faite en 2011 qui montre l'incidence des hypoglycémies symptomatiques chez les DT2 prenant des antidiabétiques non insuliniques. Ils ont comparé le glibenclamide, qui n'existe plus maintenant, le glimépiride, justement, un inhibiteur de la DPP4 et le glyclaside 30. Et là, c'est le double des hypoglycémies, 12% pour le glibenclamide et 6% pour le glyclaside. Voilà concernant le réajustement thérapeutique concernant les médicaments non insuliniques. Pour les insulines, c'est aussi simple, moi je pense, que ce soit insuline à action lente ou intermédiaire, l'insuline à action rapide pour le basal bolus et les premix. Pour ceux qui prennent une insuline à action lente et intermédiaire, la NPH, ditimir ou glargine, ceux qui prennent une injection par jour, ils réduisent la dose de 15 à 30% à prendre pendant le phtor. Ceux qui prennent 2 fois par jour, dose du matin, il faut la prendre pendant le phtor, réduire de 50% à prendre au sahur. Ceci pour ceux qui prennent des insulines à action lente intermédiaire. Pour les actions rapides, insuline rapide, même dose au phtor, mais réduire la dose du sahur de 25 à 50%. Pour ceux qui prennent les insulines les prémixées, les prémélangées, quand ils prennent une seule injection, gardez la dose habituelle pendant le phtor. Les malades qui prennent 2 prémix, donc la dose du matin au phtor, il faut la réduire pendant le sahur de 25%. Celle du matin, il faut la garder, et celle du soir, il faut la réduire de 25%. Pour les malades qui prennent 3 injections, rarement les malades sont sous 3 prémix, une petite dose à midi, il faut oublier la dose de midi. Voilà le réajustement thérapeutique concernant la médication orale ou bien insulinique. Et bien sûr, la dernière plaque, quand on remplit le jeûne, il faut bien sûr inculquer, expliquer aux malades que si on l'autorise à jeûner, il y a un moment où il faut arrêter. Et c'est très simple. Quand la glycémie, quand le malade fait 6 fois l'autosurveillance glycémique, quand la glycémie dépasse
plutôt elle est plus basse de 0,7 ou bien elle dépasse 3 grammes, là, le malade, il est obligé d'arrêter le jeûne, surtout 2 heures avant le maghrib, soi-disant à 17 heures par exemple. S'il trouve une glycémie inférieure à 0,7, c'est sûr que 2 heures après le maghrib, ça va descendre encore plus, ça va faire une hypoglycémie symptomatique. Là, le malade, il est obligé de rompre le jeûne. Voilà, je vous remercie. Et puis, il y a cette application pour Dar Safa, où il y a le régime chez le diabétique, les médications, les ajustements, tout est dans cette application. Je vous remercie et je vous souhaite un bon ramadan.